Bienvenue sur Fidèle, le podcast où l'on découvre les vrais parcours derrière les comptes Instagram. Je suis Chloé Thomé, fondatrice de l'agence Simco, spécialisée dans la création de contenu et le community management. Ici, on oublie les filtres et les stories parfaites pour plonger dans l'authenticité. À chaque épisode, je discute avec des créateurs, des entrepreneurs et des gens passionnés pour comprendre comment ils naviguent dans le monde digital tout en restant fidèles à eux-mêmes. Parce qu'on le sait tous, ce n'est pas toujours facile de montrer sa réalité sur les réseaux sociaux, entre les hauts, les bas et les moments de doute. On s'installe tranquillement autour d'un café et on parle de tout. De ce qui les a poussés à se lancer, des galères qu'ils ont traversées et de comment ils réussissent à être eux-mêmes tout en partageant leur histoire en ligne. Pas de chichi. Juste des échanges sincères sur ce que fait un vrai parcours professionnel avec ses petites imperfections et ses grandes réussites. Alors préparez-vous à une conversation sans filtre, pleine de réalisme et de bonnes ondes. Bienvenue dans Fidèle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Guillaume, créatrice du studio A5, spécialisée dans le graphisme à Rennes. Géraldine, c'est plus de 20 ans d'expérience dans la communication et le marketing, un parcours aussi riche que varié qui lui a permis de devenir une experte dans son domaine. Aujourd'hui, Géraldine est ultra active sur LinkedIn et commence à explorer les mystères d'Instagram, ce qui la distingue, sa discrétion aussi bien sur sa personne que sur sa propre équipe, tout en restant incroyablement engagée dans ses projets. Géraldine fait aussi partie du réseau QG, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, où elle partage des valeurs de collaboration et d'humilité. Depuis plus de 10 ans, Géraldine et son équipe accompagnent des hommes et des femmes qui veulent casser le statu quo, inscrire leur marque dans la durée et participer activement à une mission de consommation plus réfléchie. Leur mission, aider les marques à devenir des références en mettant en place des stratégies créatives et innovantes qui transforment le marché et les habitudes des consommateurs. Wow. J'aurais pas mieux dit. C'est ce que je dis à chacun. À chaque fois, je prends des mots-clés que je trouve un peu distillés sur le site internet, sur partout. Ouais. Ça va, j'ai tapé juste. Parfait. Bon, bah voilà, terminé. Ouais. Fin du podcast. Fin du podcast, parfait. C'était sympa, hein. Voilà, bon, 5 minutes, même pas, 30 secondes. Efficace. Du coup, première question, comme je dis, la plus simple, mais finalement la plus compliquée. Présente-toi. Ouais, ça c'est dur, hein. Ouais. Je saurais même pas de me définir, je sais pas. Parce qu'on aurait tendance à dire que je suis maman, je suis entrepreneur. Ouais. Aussi, mais pas que. Ouais, voilà, c'est ça. Ça c'est pas ce qui me définit. En tant que personne, individu, je pense que je suis une passionnée avant tout. Ambitieuse, mais effectivement discrète, parce que j'aime pas me mettre en avant et que je préfère mettre en avant les autres. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est vrai. Donc voilà, non, je pense que ça se résume à ça et c'est déjà pas mal. Ouais, je suis plutôt une personne audacieuse, mais voilà, dans la discrétion, tu vois. Enfin, ça passe pour moi par explorer plein de choses pour les clients, mais pas pour moi en tant que personne. Ouais, ok. J'avais une première question. Avant de parler du studio A5, peux-tu me raconter ton parcours et en communication et marketing ? Ouais. Parce qu'en faisant mes recherches, c'est vrai qu'on s'est déjà vu plusieurs fois, mais on n'a jamais vraiment approfondi nos parcours respectifs. Oui, je ne savais pas que tu avais un tel background. Oh waouh. Non, c'est juste que j'ai une autre vie en fait. Ouais. C'est ça. C'est en fait, j'ai l'impression d'avoir deux vies dans ma courte expérience, dans ma courte vie. Pour la petite histoire, j'ai 42 ans et bientôt dans quelques mois. Et j'ai donc été 10 ans chargée de communication et marketing avant tout ça. Donc j'ai le BTS, voilà. Parcours classique, standard. Ouais. C'est ça. Très mauvaise à l'école. Ok. Ouais, petite histoire, j'ai redoublé 3 fois dans ma vie quand même. Ah oui ? C'est quand même balèze. Ouais. Quelle classe ? Oh là, 3e, seconde et terminale. En fait, oui, t'as fait les classes où il y avait plein de vacances, tu sais. Ok. Non, sérieusement, ouais, j'ai redoublé beaucoup, mais parce que je trouvais pas ma place. Je pense que ce qui m'apprenait, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, à partir du moment où je suis intéressée par quelque chose, là par contre, je peux devenir assez accro, j'aime apprendre. Mais il faut que ça m'intéresse. Ouais. Et à partir du moment où je me suis défendue, battue pour finir quand même avec un bac en poche. T'as fait quel bac ? Bac littéraire. Okay. Parce que les autres ne me plaisaient absolument pas, scientifique c'était pas pour moi. Et puis en soi, j'aime la philo, c'est des sujets. En fait, dès qu'il y a des sujets de fond, j'adore ça. Et voilà, bac littéraire, ensuite BTS Com. Pour la petite histoire, je voulais être astronaute quand j'étais gosse, tu vois. Ok.
Puis ensuite journaliste, reporter photo, enfin voilà, je suis toujours un peu la tête dans les nuages et puis avec plein d'envie d'explorer. Et peut-être aussi pour ça que je continue à explorer avec les clients d'ailleurs. Et donc BTS Com, et là j'ai commencé à avoir une révélation, je me suis dit la com et le marketing c'est très chouette, il y a des choses très chouettes à faire. Ouais. Mais avec une envie furieuse de faire du design quoi. Et ma mère elle me disait non mais le design ça ne paye pas, oublie. Oui, bah, c'est le classique, hein. La com c'est bouché. Voilà, donc je l'ai écouté, comme on fait souvent quand on est jeune, en tout cas on essaye. Et au final tu vois, à 30 ans j'ai repris mes études quoi. Ah oui d'accord, t'es partie sur quoi après le bac après le bac, donc BTS communication de l'entreprise, j'ai rapidement été, après mon BTS dans les entreprises, donc j'ai travaillé dans le privé, dans le secteur public et dans l'associatif. En fait tous les 2-3 ans je quittais les employeurs. Okay. Parce que j'avais fait le tour de la question, je m'ennuyais profondément, enfin tu sais la com pour moi il faut que ça vive. C'est pas parce que tu as posé une stratégie qu'elle fonctionne tous les ans, enfin il faut que tu viennes analyser ça et que tu ajustes et en fait non, dans les entreprises c'est non mais ça fonctionne, on continue comme ça, mais on peut adapter, on peut peut-être oser d'autres choses, tu vois, donc un peu de frustration de ce côté-là. Et plus ça allait et plus je tendais vers du design en fait, mais de manière autodidacte, c'est-à-dire que mes patrons me disaient tiens il y a une affiche à faire, tiens il y a un truc à faire, une plaquette, attends je vais le faire, non, on va pas donner une agence, je vais le faire, et donc je le faisais mais parce que j'aimais ça et que je m'étais formée par moi-même. Quoi. Et en fait plus ça allait, plus ils s'en rendaient compte que c'était quelque chose qui m'animait beaucoup plus que faire de l'événementiel, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très chouette à faire. Et donc quand j'ai quitté un de mes employeurs pour partir vers une autre voie, il m'a dit attends, on a peut-être des projets en design à te donner. Et je dis ouais mais je suis plus chez vous, je suis plus salarié. Et à ce moment-là ils m'ont dit pourquoi pas te mettre à ton compte. Et je dis non mais moi je suis salarié, ça me va bien, j'ai la planque. Et j'ai CDI, il me dit ouais mais tu sais il y a statut d'auto-entreprise, donc c'était vraiment au tout début tu vois. Et je dis pourquoi pas, effectivement ça peut faire un complément de revenu. Ouais, pourquoi pas. T'as demandé à ton patron de base si c'était ok ? Ouais, carrément, c'était ok pour eux, parce que c'était pas... J'étais chargée de com et du coup c'était du design, donc pour eux c'était 2 sujets différents. Donc ça parce que moi j'ai découvert qu'il fallait demander l'accord au patron. Ouais, je savais pas ça. En fait, il faut pas que... il a le droit de te dire non si c'est vraiment très similaire à son activité, ce qui est normal. Et il me semble que j'avais lu aussi si ça prend genre trop de temps. Et que du coup ça peut pâtir sur ton temps de travail. Quoi. Après ça paraît logique, mais... il faut quand même... Pour moi, ça serait stupide de refuser, tu vois. Complètement, oui. Après, la seule condition qui peut faire que tu peux le refuser, à mon sens, c'est si vraiment ça peut générer une concurrence déloyale. Bien sûr. Et que du coup, toi en tant que patron, tu perds des clients parce que c'est ton salarié qui les récupère. Bien sûr. Voilà. Là, ça peut être un peu limite, mais le reste... Donc du coup je me suis mis en micro-entreprise à ce moment-là tout en étant salarié et au final ça a pris beaucoup plus de place et justement je bossais soir et week-end et en fait je me rendais compte que j'avais plus de vie à ce moment-là et je dis et que j'avais plus d'enthousiasme à aller travailler pour mon employeur. Et donc je me suis dit allez il est peut-être temps de tourner la page et peut-être de changer et de prendre peut-être mon envol. C'est bien d'avoir eu ce déclic parce que généralement tu restes dans ta planque. C'est facile quoi. En plus, nous on a été élevés avec ce type de CDI. C'est ça. Mariage, enfant, CDI jusqu'à la fin de ses jours et retraite. Les parents qui te disent tu fais ton job toute ta vie. C'est ça. Prends pas le risque de changer de boîte, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. C'est ça. Et donc du coup, à 30 ans, on était à Paris pour la petite histoire, même si je suis bretonne et que je suis née à Lorient. C'est bien de le préciser. Ouais, je précise, je suis chauvine en plus. Donc, mais on est revenu vivre par ici pour une opportunité pour mon homme et donc j'ai prévenu mon employeur à l'époque, je lui ai dit écoute, moi j'ai envie peut-être d'entreprendre, mais en tout cas de reprendre mes études, ça c'est certain. Et puis je faisais des allers-retours à Paris, j'étais en télétravail à l'époque aussi, pareil, c'était grosse nouveauté, ça se faisait pas trop. Donc, c'était en quelle année du coup ça ? Eh bien c'était il y a maintenant, on est en 2015. 2015-2020, c'était en 2000, c'est pas compliqué, Maëlle était née, donc ma fille a 11 ans, donc c'est ça. C'était le début du début. Donc je faisais les retours à Paris tous les 15 jours pour aller voir les équipes, et en fait il y avait un gros fossé parce que j'étais la seule en télétravail, et puis j'avais la belle vie, j'étais en Bretagne, moi à 17h j'étais sur ma terrasse, eux ils étaient dans le RER, et donc je sentais la jalousie, et c'est normal. Ah oui, tu la ressentais et puis c'est normal. C'est pas de ta faute. J'ai connu la vie à Paris, je sais ce que c'est de passer sa vie dans le métro, quoi.
Et donc du coup j'ai quitté gentiment mon employeur en lui disant écoute moi c'est plus pour moi et j'ai envie de reprendre mes études, donc rupture conventionnelle, il a été cool, ça m'a permis de reprendre d'aller à la fac, tu vois, de reprendre mes études pendant Donc tu allais à la fac? Ouais, Où à ça? 30 ans, à Rennes 2, pour une licence pro en fait en design justement. T'étais en quelle année à Rennes 2? Bah c'était il y a 10 ans. Alors tu sais qu'on était ensemble à Rennes 2. C'est vrai. Il y a 10 ans j'étais à Rennes 2. C'est vrai. Bah oui. Ouais, mais toi t'es une pitchoune toi. Toi c'est normal. Moi, non, c'était peut-être... je suis plus si vieille, si jeune, j'ai eu 30 ans, hein, tu sais. Hein. Ah ouais, ok, waouh. Oui. Jour de mes 30 ans, j'ai signé une prévoyance santé, tu sais. Ah ouais, c'est un sacré... Ça, c'est... Un beau cadeau. Ouais, j'aime. Je remercie Céline d'AXA qui m'a... Mais tu te fais un beau cadeau pour tes 30 ans, je te remercie. Ouais, on peut le voir comme ça. C'est sûr que ça met un coup de vieux, mais bon. Je l'avais pas vu comme ça, c'est elle qui m'a remis les choses en perspective. Donc, donc Rennes 2. Rennes 2, et puis licence, alors clairement, changement de monde, enfin, tu sais, pendant 10 ans, t'es salarié, t'exécutes, enfin voilà. Ouais. Et puis là, du jour au lendemain, on te dit, explore. Explore quoi? Tu vois cette statue? Ouais, bah tu vas me la designer. Mais elle est déjà designée en fait. Oui, elle est là. Déjà là. Qu'est-ce que tu veux que je réinvente? Donc vraiment, j'étais dans un monde. Je me dis, mais pourquoi je suis partie là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Enfin, je comprends. Ah ouais, t'as eu des doutes. Ah ouais, j'ai failli démissionner de la licence en décembre parce que c'était une licence où on n'était que 20 et c'était sélectif. Et j'ai failli démissionner et je suis rentrée. Maëlle, ma fille, avait 6 mois quand même aussi, il faut le rappeler, c'était ma première. Elle faisait passer nuit, et puis j'arrivais dans une promo où il y avait que des enfants de 20 ans, tu vois, donc vraiment... il y avait un fossé. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Puis mes profs étaient perchés, enfin, j'ai dit, oh là 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 là, j'ai fait une bêtise. Déjà. Ouais, j'ai fait une bêtise. Mais non, j'avais des profs, c'était des artistes, et du coup, bah moi j'étais genre, mais je veux devenir graphiste, c'est tout, je veux pas être artiste, tu vois. Ouais, t'avais pas vu non, le lien? Non, pas du tout, tu vois, et donc du coup, je me suis dit, bon, c'est bizarre, et mon homme, il m'a dit, non, tu continues, t'as pris la place de quelqu'un, tu vas au bout. Et il a bien fait, et en fait je suis allée voir mes enseignants, j'ai dit bon, j'étais à 2 doigts de claquer la porte, ils m'ont dit écoute, prends ce terrain-là comme un terrain de jeu, amuse-toi. Et là ça fait dans ma tête, je fais ok, il me reste 6 mois pour m'amuser, vas-y je m'amuse. Et j'ai fini major de ma promo, avec un 20 en licence, donc je me suis dit ah ouais, je me suis bien amusée je crois. Et finalement en septembre, bah, j'ai dit allez c'est bon, je vais lancer mon petit studio à moi. Je vais direct, tu t'es lancée toute seule. Je me suis dit, bah, je sais, j'ai testé un peu la micro-entreprise, je sais ce que c'est de faire un devis, une facture, je sais ce que c'est de bosser avec les gens. On va voir. Ok. Et puis, alors avec des hauts et des bas, évidemment, parce que créer son studio, ça prend du temps, et puis il faut se faire connaître. Faut pas oublier que je venais de débarquer à Rennes, je connaissais personne. Et oui, c'est ça, t'avais aucun réseau sur place. Non, tout mon réseau était à Paris. Alors du coup, au début, je travaillais avec mon réseau parisien, et ça marchait très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'épuise, forcément, parce que c'est plus trop présent. Et puis après, j'ai développé mon réseau à Rennes, et depuis, voilà, j'ai pas lâché, quoi. Je suis encore là. Donc ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 14 ans que j'entreprends depuis la micro-entreprise, et puis maintenant, ça fait plus de 3 ans que je suis passée en société, en SARL, et avec Colline qui m'a rejoint au sein du studio, et puis... on continue à monter tout doucement, progressivement, de manière prudente, mais... Exactement, ouais. Et petit à petit, des fois, faut pas aller trop vite. Enfin, j'en ai connu des agences de com qui se sont emballées. Bah, c'est pas l'intention, justement. Et qui ont mis la clé sous la porte aussi, tout aussi vite. C'est ça. Du coup, là, t'introduis bien ma question qui suit. Parfait. Avec le studio A5. Je voulais savoir quelle était la philosophie du studio. Comment tu accompagnes les marques, un peu... Alors attends, ma question c'est comment accompagnes-tu les marques pour qu'elles s'imposent dans leur secteur? C'est un peu, quel est ton accompagnement en fait, global? Bah, de manière générale, nous on accompagne les porteurs de projets. C'est vraiment alors c'est une cible qu'on aime beaucoup parce que c'est une cible qui est toute jeune, tu vois, qui est encore très timide dans sa façon d'entreprendre. Et du fait que moi j'ai de l'ancienneté dans ce milieu-là, bah, du coup j'arrive à les accompagner et à les rassurer aussi, tu vois, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Leur dire ok, c'est normal que tu saches pas où aller, tu sais pas par quelle étape passer, mais tout va bien se passer, on va le faire ensemble. Et donc c'est un peu les accompagner de cette manière-là, parce que donc ça dépasse un petit peu les frontières du design, mais c'est ce que j'aime aussi dans la démarche. Et donc c'est plutôt les porteurs de projets, et donc généralement ils viennent nous voir, ils nous disent j'ai besoin d'un logo et d'un site internet. Ça c'est souvent la demande qu'on a assez régulièrement. Un classique. Et généralement, moi je suis là, je dis alors,
non, vous n'avez pas besoin d'un logo ni d'un site internet. Et là, ils me disent, oh, quoi, pourquoi alors, c'est pas que je veux pas vous en vendre, hein, c'est juste qu'il faut peut-être juste rétablir les choses, c'est que communiquer, ça passe pas forcément par un logo ni un site internet. Il y a peut-être des étapes avant et peut-être des étapes après, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est peut-être pas la porte d'entrée initiale. Et pour ça, il faut qu'on décortique les choses et qu'on aille vraiment explorer ensemble ce que vous allez faire avec votre projet. Et donc, moi, c'est là où je m'amuse le plus. C'est là où je viens les titiller, je pose des questions un peu... c'est le fameux pourquoi. Et alors, je leur pose 5 fois la question, pourquoi vous voulez pourquoi ce projet-là, pourquoi pas un autre projet. Et là, ils se rendent compte que c'est des questions un peu deep, mais en fait, c'est des questions essentielles pour construire une marque. Vraiment comprendre viscéralement pourquoi tu fais ça, parce que c'est ce qui va driver toute la suite, en fait. Ouais. Et c'est ce qui va faire ta différence aussi. Tu vois, si tu fais, je sais pas, si tu développes un réseau, si on parle d'Alix qui vient de développer QG, voilà, on sait pourquoi elle fait ça, tu vois, ça transpire dans tout ce qu'elle fait. Et ça, ça participe à construire ta marque. Donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est on travaille sur la stratégie de marque, l'identité visuelle, évidemment, parce qu'après, il faut donner corps à ta stratégie, et après, le développement sur tous les supports de communication en fonction de ta stratégie de communication. Voilà. Donc tu m'as dit quoi ? Les porteurs de projets. Ouais, généralement. Principalement, c'est ça. C'est ceux qui nous font le plus vibrer. Après, on adore aussi travailler avec les entrepreneurs qui sont déjà installés, où il y a besoin de refondre et de revenir sur justement le sens de la marque. Mais là, ceux qui nous font kiffer, c'est les porteurs de projets. Ouais. Ok, d'accord. Et là, tu dirais que tu as accompagné combien de boîtes depuis que tu as commencé ? 100 maintenant. Ouais, juste ça. Tu peux un peu bicher quand même. Ouais. Mais on aime bien rester modeste. Et c'est quoi du coup la philosophie de la marque ? Tu dis que t'aimes bien aller dans le deep. Ouais. Tu te la joues un peu psy. Ouais, le psy des entrepreneurs. Non, on aime bien. Alors c'est marrant parce que dernièrement on en a parlé avec Colline, on disait qu'on a l'impression d'être un peu des sages-femmes aussi parfois, tu sais. Elle vous a couché les marques ? Ah ouais, mais tu sais quand les clients ils viennent te voir et qu'ils disent j'ai besoin d'un logo et que donc tu prépares, tu fais tout le travail avec eux, machin, et qu'à la fin tu délivres et que tu leur montres leur nouvelle identité. Tu verrais la joie qu'ils ont, vraiment tu leur donnes leur bébé. Comme le ça, bliss c'est l'entrepreneur. Ça y est, c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi une idée que dès lors que tu as un logo, ça prend vie. Ça prend vie, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Moi, pour avoir refondu récemment le logo du studio, là, c'est pas justement, j'ai fait le choix de ne pas le faire moi, parce que ça faisait 1 an que j'y réfléchissais, que je testais des choses, et je me disais, ouais, t'es designer, tu sais designer, quoi, fais-le. Enfin, merde. Il n'y avait rien qui sortait, j'arrivais pas. Parce travailler pour soi, c'est compliqué. Ouais, trop d'affect. Et donc je l'ai confié à Marie de l'entreprise Capletter, et Colline était en back-office derrière aussi pour suivre le projet. Et en fait, l'idée, c'était que je sois la cliente. Et vraiment que je me détache complètement de ce qui est de la partie DA, créa et tout. Même si je les ai inspirés, je leur ai donné beaucoup de billes sur ce que j'aimerais impulser. Mais du coup, je voyais pas ce qui se passait. Et c'était vraiment impressionnant d'être dans cette phase-là, parce que du coup, je n'ai jamais vécu ce truc que nos clients... Et appréciable. Ah oui, alors appréciable, je sais pas. Lâcher prise sur ça. Si, en fait, c'était fascinant de voir ce que vivent vraiment les clients au quotidien, justement, et dans leur peau à un moment donné, et vraiment j'ai apprécié ce moment-là. Parce que maintenant, on a une identité visuelle qui est vraiment très différente de ce qu'on avait avant. C'est vrai. Et qui est assez... Elle m'a surprise quand... surprenante, je suis d'accord. Mais c'était le but, après on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre sujet. Mais moi je trouve qu'elle nous correspond pleinement par rapport à l'ADN de studio actuellement, tu vois. On veut impacter et c'est dans le positif, on est heureux de faire ce qu'on fait, et voilà, c'est quelque chose de jovial. En fait, on aime designer pour les marques, mais on veut pas le faire de manière trop sérieuse non plus. Il faut aussi de la légèreté, et voilà. Tu t'interdis parfois de refuser un projet parce que ça te semble pas en adéquation avec ton ADN. Ouais, ça m'est complètement arrivé. Ouais, et encore récemment, là en 2024, on a refusé un projet. Colline a cru que c'était une blague, mais c'était pas du tout une blague. Je vais pas trop expliquer ce que c'était, mais c'était un projet qui était pas du tout en adéquation avec ce qu'on faisait. Ouais. Et donc, Colline. Malgré le chiffre potentiel, t'as dit. Et en plus, c'était très clair. La dame est venue de la part d'une cliente, donc c'est une cliente qui nous a recommandé. Donc génial, tu vois. Donc c'était déjà acquis, parce que la cliente est arrivée, elle a dit j'ai 2 000 € à vous confier pour mon identité visuelle. Donc clairement, il n'y avait même pas de question de budget, il n'y avait même pas de question de négociation, c'était clair. Et quand elle m'a parlé de son projet, j'étais un peu... En gros, c'était pour créer une marque de fringues.
Et donc la dame m'a dit voilà, je veux ça. Et donc sur papier, création de marque, de fringues, c'est cool. Tu dis bah pourquoi pas et tout, mais en fait c'était très 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 niché et ça correspondait pas du tout à ce à mes croyances et à ce que je porte. Et à Colline non plus. Et Colline elle pensait que c'était une joke en fait. Elle a pensé que c'était un bisutage et que c'était une amie qui venait. Ah, je pensais qu'elle avait cru que c'était une blague que tu refuses. Non, elle a cru que c'était un bisutage. Elle a cru que c'était une fausse cliente. Et j'ai dit non, pas du tout, je te jure que non. Elle m'a dit ah, mais il y a vraiment des gens qui font ça. J'ai dit bah oui, alors je peux pas expliquer parce que j'ai peur que la dame tombe dessus. Mais tu me diras en off. Ouais, je te dirai en off. Ah ouais, à ce point-là, ok. Donc, et là, ils sont chez Père. Sur plein de trucs, mais bon. Après, c'est l'humain. Du coup, en fait, c'était compliqué quand même de dire non parce que tu dis, financièrement, t'as quand même besoin de faire tourner ta boîte. Il y a une reco en plus. Ouais, et puis voilà, en plus, c'est ça. Alors, la première chose que j'ai fait, justement, c'est que j'ai contacté ma cliente, en l'occurrence, pour la prévenir que j'allais refuser et le pourquoi du comment. Et que je la remerciais de cette reco et qu'il n'y a aucun souci, pas qu'elle nous recommande, mais on a aussi nos convictions. Et après, j'ai prévenu la dame, la prospect, pour dire voilà, pour quelles raisons je refuse et j'espère qu'elle le comprend. Et donc, elle m'a gentiment répondu je comprends et je vous remercie de votre franchise et de votre honnêteté. Je vous avoue que je suis déçue parce que je voulais travailler avec vous, mais. J'entends. Ouais. Bah, c'est cool. Et ça s'est fait. Ça s'est bien terminé donc. Ouais. Ok. Moi, si je prends mon cas à moi, je suis toujours à vouloir changer les logos, les couleurs, les bordels. Ça fait un an que j'arrive à m'y tenir à peu près. Comment est-ce que toi t'arrives, alors la question va peut-être être trop compliquée, va être très compliquée, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Comment t'arrives à trouver une image de marque qui soit pérenne et qu'on n'ait pas envie de la changer tous les 4 matins? Oh là, c'est dur ça ce que tu me dis là. Alors moi c'est pas compliqué pour le studio, c'est simple, j'aime que le bleu. Oui, c'est vrai que tu t'habilles beaucoup en bleu. Maintenant que tu le dis. Non, je plaisante, mais ouais, non, j'aime beaucoup le bleu. Mais sinon, non, c'est dur ça, très très dur. Le choix des couleurs est très dur de toute façon, parce que ça touche quand même à beaucoup de choses. C'est souvent là où ça peut coincer. Ok, les couleurs. Ouais. On a là le cas d'une cliente où elle n'arrive pas à statuer sur les couleurs, et donc on essaie de la guider au mieux en lui montrant aussi que, tu vois, souvent on retourne vers la veille concurrentielle, on leur montre l'univers concurrentiel, on leur dit attention, là c'est les codes couleurs de votre secteur, souvent il y a quand même des trucs qui reviennent. Si l'objectif c'est de se différencier par les couleurs, attention, il ne faut pas qu'on soit trop proche. Après il y a d'autres moyens de se différencier, mais voilà, souvent on revient à ça pour juste leur montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, et d'autres où il faut éviter parce que trop proche de son concurrent. Mais après, c'est de l'affect, donc nous, ça passe par les moodboards généralement, tu vois. On vient rapidement travailler des moodboards, donc des planches d'inspiration, et tout de suite, ça donne le ton. Ok. Tu vois, je pense à Nathanaël Louistrin, dernièrement, on a fait son identité visuelle, là, qui est sortie ce matin. Ouais, ce matin, c'est ça, elle a fait le... C'est ça. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars. Nathanaël, on lui a fait 2 propositions assez différentes dans le choix des couleurs, et ça... Tout de suite elle a eu le coup de foot quoi. Parce que après je pense que les clients te font confiance aussi, c'est notre rôle de designer de les guider sur des bons choix et donc il faut, en fait c'est le lâcher prise quoi. Si tu arrives à montrer aux clients que ce que tu proposes c'est pas du tout déconnant et qu'au contraire c'est vraiment pertinent et ça va. Après il faut juste réussir à le brider et justement pour éviter qu'il aille rajouter une nouvelle couleur dans le truc qui était pas dedans. Et, c'est ça, mon problème c'est que je vais sur Pinterest et après je veux tout faire quoi. Faut pas faire ça. Faut pas lire Pinterest. Laissez-le pour nos inspirations. Ok, moi j'irai plus sur Pinterest. Non mais si, après c'est des esprits créatifs comme toi, c'est normal tu vois, et c'est bien. Ouais c'est bien mais c'est à double tranchant. Ouais. Parce que moi je changerais de nom, de marque, de logo, de tous les jours. Et pour aller encore plus loin, tous les ans, il y a des trucs, genre il y a la couleur Pantone de l'année, que j'aime beaucoup cette année, Mocha, j'adore. Donc voilà, je voulais refaire mon logo Mocha. Il y a les styles, je sais pas le nom, le terme bien, mais tu sais, ça fait un peu effet bulle, tu sais, les typographies très rondes, un peu en 3D, tout ça. Comment est-ce que tu peux faire pour éviter que ton logo ou même ta charte graphique tout court soit vite désuète? Je veux pas, hein, c'est... Clairement, on fait évoluer les choses. Pour moi, une identité visuelle, elle est faite aussi pour vivre et évoluer. Enfin, on a tendance à dire il y a une charte, il faut la respecter, on n'y touche plus, oui. Ça, c'est juste pour avoir des garde-fous et se dire qu'on reste cohérent.
mais tu peux la faire évoluer gentiment, sans tout transformer. C'est sûr que si tu pars, tu pars sur une police bâton et d'un coup tu pars sur une police sérif bien particulière avec vraiment des empattements et tout, ouais, la différence est très importante, mais tu peux faire évoluer les choses gentiment en incorporant des nouveautés, mais il faut que ça reste pas non plus trop clivant, tu vois. Il faut être juste... Oui, il faut pas prendre un parti pris fuchsia et jaune fluo. C'est ça, c'est en fait, il faut avec juste des rester typos, cohérent, il faut se dire, ok, il y a une charte, on la respecte, il y a peut-être des petits éléments comme ça que j'aimerais bien avoir de temps en temps, pour pimper un peu, pourquoi pas, tu vois, mais il faut... Et ça, pour ça, je pense qu'il faut se faire accompagner et avoir toujours un peu un garde-fou, et justement, nous, notre rôle de directeur artistique ou de directrice artistique, c'est justement ça, c'est d'être garant de l'image de marque. C'est pour ça que quand on accompagne les clients sur le long terme, on est un peu, tu sais, j'aime bien leur dire, attention, si tu prends une décision graphique, n'hésite pas à nous la partager pour qu'on te dise si oui ou non c'est pertinent, parce que c'est un truc... Tu fais du conseil aussi ensuite. Ouais, bah oui, c'est un peu... C'est bizarre à dire, mais c'est aussi un peu notre bébé, cette identité visuelle, tu vois. Ah oui, c'est un projet, bien sûr, oui. C'est de la leur, c'est à eux, ça leur appartient. Mais on en est fiers, et donc du coup on n'a pas envie qu'il la transforme et qu'il la maltraite. Non mais je comprends. Je comprends, parce que moi si je transpose à mon activité, quand je fais des posts, tout ça, rétro-planning, et que je vois mon client qui rajoute un petit post qui pop... Ça fait mal, hein. Ah oui. Pourquoi t'as fait ça? Ah bah, je l'ai eu une fois avec un restaurateur. Ah bah écoute, tu sais, moi, je suis très spontanée, je poste comme ça me vient, tout ça. Non. Surtout que c'était un sujet qu'on allait aborder genre la semaine d'après. Enfin, j'étais dépitée. Et tu l'as déjà dit, mon petit cœur saigne, tu peux pas faire ça. Tu vois, moi je joue sur la corde sensible, tu vois, je dis c'est pas possible. Maintenant je le dis plus facilement. Mais c'est vrai qu'au début je dis bon bah tant pis, ainsi va la vie. Bah, maintenant avec Instagram tu vas pouvoir bouger les trucs. Tu caches le dernier post, tu mets la fin. Oui. Date de janvier 2019. Non, oui, c'est vrai que je peux les bouger. Mais on m'a pas refait le coup, là, ces derniers temps. Les derniers temps, c'est... Après, c'est dur de dire à ses clients, non, ne communique pas. Parce que du coup, ils ont envie. Donc, tu peux pas leur interdire de communiquer. Mais c'est juste mon objectif... Bah, je leur dis de communiquer plus en story. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Là, t'as plus de flexibilité. Tu sais qu'au bout de 24 heures, c'est plus là. Bah, c'est ça. Ouais. Je me dis au moins, bon, si c'est pas Jojo, au moins, c'est temporaire. C'est ça. Du coup, pour en revenir à ta communication, parce que bon, après tout, on est un peu là pour ça aussi, j'ai remarqué que tu étais très active sur Insta, sur ton compte personnel. Mais j'ai pas, sauf erreur de ma part, trouvé de page studio. Il y en a une, mais elle est pas... Bah, il y a 700 personnes qui nous suivent, mais c'est... Ouais, mais tu l'alimentes ou pas? Non. Ouais, c'est ça. Je l'ai alimenté, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Ok. Et je m'amuse plus sur mon compte à moi. Et justement, j'étais très active sur ton compte à toi, contrairement à Instagram, où tu es très active pour le studio, mais on ne sait pas qui est-ce qui se cache. J'ai un compte pro, un compte perso Instagram, mais j'en parle pas plus que ça. Effectivement, je travaille pas trop mon personal branding, enfin tu vois, en tout cas sur Instagram pas du tout. Et en fait, c'est un vrai sujet, j'aime pas me montrer, tu vois. Je préfère vraiment me mettre en valeur les autres et moi me cacher, ça me va très bien. Mais pour autant, sur LinkedIn, tu le fais? Ouais, mais sur LinkedIn, tu vois, je vais pas aller mettre une photo de moi en post, par exemple, tu vois. Soit. Je vais parler de moi, avec mes mots et ma façon de penser et tout ce que ça transpose, mais je vais pas me montrer, je vais pas faire une vidéo, je vais pas faire une photo comme ça peut se faire dans un... Donc aujourd'hui, c'est un bel exercice. Ouais. Oui, complètement, c'est super dur. C'est l'image que tu renvoies, c'est l'image que... Enfin, mais ça, c'est propre à soi. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Et je suis la première à dire à mes clients, faites-le. Mais j'y arrive pas. Les cordonniers sont les plus lâcheux, c'est évident. Et même au studio, tu vois, on pourrait partager un peu plus, parce que maintenant qu'on est une petite équipe, je pourrais profiter de montrer plus l'équipe. Mais c'est ça, parce que j'ai noté aussi Colline. Donc tu parles de Colline depuis tout à l'heure, donc c'est ta salariée. Oui. Non, mais c'est parce qu'on a eu le sujet, on a un peu abordé le sujet, mais elle n'est pas forcément à l'aise non plus. Ok. Donc c'est ok si on la voit de dos, par exemple, des choses comme ça, mais bon, c'est m'embête de faire des photos d'elle de dos, donc je pense que c'est de la pudeur, tout simplement. Ok, d'accord. Tu vois, parfois ça m'arrive de me dire, tiens, il y a le client qui passe au bureau, on pourrait faire une photo tous ensemble. Mais bien sûr. Mais non, j'y arrive pas. Tu sais, j'arrive pas à passer le cap de le faire, alors que c'est très chouette.
Mais quand je vois des marques qui le font très bien, je suis là, ouais, c'est chouette. Mais j'y arrive pas. Donc c'est pas une stratégie, du coup, c'est même pas un hasard, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est de la pudeur. Et du coup, comment tu construis tes posts sur LinkedIn? Parce que je trouve que dans les posts que tu fais, il y a quand même des forts partis pris. Ouais. Il y a même des fois des messages un peu revendicatifs. C'est vrai. Je trouve que tu dis vraiment ce que tu penses, quoi. Tu veux pas te conformer à... Et ça tient à quoi? Parce que tu dis que t'es quand même discrète, mais malgré tout, dans tes mots, tu vois, tu prends parti. Ouais, parce que c'est... Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Je sais pas, je pense que LinkedIn est vraiment un terrain de jeu pour moi et d'expression. Enfin, tu vois, après, quand j'anime des ateliers, la CCI ou autre, je dis aussi ce que je dis de manière assez tranchée, tu vois, c'est... En fait, sur LinkedIn, quand je communique, je le fais comme je le ferais là à l'oral, tu vois. C'est très spontané. Ouais, c'est spontané, c'est pas calculé, c'est pas qu'est-ce que vont penser un tel machin, je m'en moque, c'est pas... Alors, c'est m'est arrivé, j'ai eu un hater une fois, j'ai fait oh waouh, c'est ça un hater. C'est signe de réussite. Tu sais que c'est exactement ça, je l'ai célébré dans mon petit groupe j'ai un petit groupe d'entrepreneurs, j'ai célébré, j'ai mon premier hater. Il t'a dit quoi? Oh, je sais plus, mais en plus c'était un Rennais. Et du coup, j'ai dit, alors je me suis pas démontée, je lui ai dit, je pense qu'il était en train de démonter un de mes posts, et je lui ai dit, écoutez, je vous propose qu'on prenne un café, qu'on en discute, vu que vous êtes Rennais. Et là, en fait, il est venu en privé en me disant, je m'excuse, c'était pas le bonjour et tout. Je dis, oui, j'ai bien compris. Donc, tu vois, il s'est radouci. Par contre, il l'a pas fait dans le commentaire, tu vois, il aurait pu dire, je m'excuse, machin. Mais il l'a fait en message privé, et donc je lui ai fixé un rendez-vous, je me suis pas démontée. Je lui ai dit, bah écoute, il a des choses à me dire, bah, on va se le dire vive voix, ça sera plus sympa, tu vois, autour d'un café. Et en fait, le jour où on devait se voir, il a annulé, quoi. Et depuis, j'ai pas de nouvelles, donc non, c'est pas grave. Mais et c'est chouette, enfin, moi j'aime bien. Sur LinkedIn, j'essaye d'explorer plein de choses, et puis j'ai pas envie de faire des posts comme tout le monde font, tu sais, genre comment X machin, enfin, je trouve ça fake en fait. C'est oui, c'est mon il se conforme à un moule, quoi, LinkedIn. Après, moi, on m'a reproché de parler peut-être trop d'entrepreneuriat et peut-être pas montrer assez ce qu'on fait au studio sur LinkedIn, donc j'essaye de tendre vers ça, même si, Surtout que tu fais que du B2B, toi. Ouais, oui. Donc ça ferait sens. Oui. Mais du coup, on essaie de faire quelques carousels pour montrer un peu plus ce qu'on fait, effectivement, et c'est pertinent. Mais c'est juste que, du coup, j'ai pas envie de saouler les gens. Enfin, des designers, t'en vois plein sur LinkedIn. Enfin, moi, j'en vois plein, en tout cas. Donc, voilà. Mais je m'amuse sur LinkedIn. C'est plus un réseau où je m'amuse et j'essaye des choses. Et... T'as pas volonté à faire du business sur LinkedIn, en fait? Bah, j'en fais, malgré tout. Ouais, ok. Parce que, du coup, en fait, ça me permet de lier, tu vois, le monde réel, le monde virtuel. Tu vois, le LinkedIn, j'ai mon réseau rennais qui est dessus et qui voit mon activité, qui voit que je suis présente, que je suis toujours active, que je suis là. Oui. Et du coup, ça leur rappelle que j'existe, tu vois. S'ils ne me voient pas en rendez-vous, en after work ou autre, voilà. C'est t'es encore là. Ouais, et ça m'est arrivé effectivement d'avoir des clients grâce à LinkedIn, notamment des apporteurs d'affaires qui m'envoient des dossiers, tu vois, ça marche plutôt bien. Mais par contre, ce sont des gens qui sont dans le marketing, tu vois, qui du coup ont identifié qu'on parlait le même langage, que les marques c'était mon dada, et du coup ils me disent moi j'ai besoin de toi pour l'identité visuelle de tel projet sur lequel je suis, ça dit qu'on collabore et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. Et c'est par quel biais aujourd'hui que tes clients viennent? Beaucoup le réseau physique, parce que je suis dans plusieurs réseaux business et du coup en physique, et on me voit, j'anime plein d'ateliers, donc en fait je transmets de la valeur dans mes ateliers, je transmets moi tout ce que je sais en com, à ma petite hauteur évidemment, et puis ça plaît ou ça plaît pas. Et si ça plaît, les gens généralement viennent nous voir après au studio, et puis ils voient que c'est une équipe cool, qu'on se prend pas la tête, qu'on a juste envie de savoir qui sont les gens en face de nous, et de les faire rayonner tout simplement. Et après, donc aujourd'hui c'est le réseau rennais, et donc et du bouche à oreille après, parce que du coup vu qu'on multiplie les porteurs de projets, généralement ils sont satisfaits de notre prestation, donc ils en parlent par eux-mêmes, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça fait effet boule de neige, quoi. Ok. Voilà. Et j'ai vu que du coup, depuis que vous aviez fait votre nouvelle charte graphique, tu étais plus active sur Insta. Ouais.
C'est une volonté ou... Alors oui, parce que c'est une demande un peu de Colline aussi. Ok. Parce que Insta, c'est un peu son réseau à elle, par contre. Enfin, j'ai l'impression, hein, elle n'est pas que sur Insta, elle est aussi sur TikTok, mais ça, on n'ira pas. Du fait qu'on a du mal à se montrer. Oui. Enfin, et puis là, j'ai pas multiplié non plus les canaux. TikTok, la cible, c'est pas celle-là que je cherche. Enfin, voilà, il y a plein de raisons. Mais Insta, ouais, on est parti. En fait, tout simplement, quand Insta a cassé un peu les feeds de tout le monde, là j'ai ragé et j'ai dit mince, c'est horrible, je peux pas laisser le feed Insta comme ça. Ah oui, ok, c'est ça ton déclic? Moi, c'était mon déclic. Il y avait, en fait, moi, mes anciens posts, il y avait du texte sur les bords et donc c'était coupé, et alors c'était plus lisible. Je me suis dit, waouh, et là j'ai fait, non, je supprime tout, c'est plus possible. Ah, t'as tout supprimé? Alors, pas tout, mais une grosse partie a été supprimée. Et là, j'ai dit, par contre, si les clients nous cherchent et qu'ils voient qu'il n'y a rien sur Insta, ils vont dire, ils nous parlent de com, mais ils sont nulle part. Et là, je dis, bon, faut vite communiquer. Donc, très rapidement, j'ai remis des posts. Et alors, j'ai tout balancé d'un coup comme ça, en me disant, bon, tant pis, il n'y a pas trop de stratégie, mais en tout cas, je veux juste qu'il y ait des choses. Tu pouvais pas m'appeler? Ouais, j'aurais dit. Mais oui, et puis. Donc, du coup, tu passes plus? Non, mais il faut. Bah Là, oui. En plus, j'ai beaucoup de projets qu'on doit montrer, parce que en 2024, on n'a quasiment pas posté sur Instagram, en story peut-être, mais pas en post. Et vraiment, ouais, c'est sûr, même en 2024, on n'avait rien posté. Et là, j'ai dit, bon, il faut qu'on poste, on a plein de choses à montrer. Il y a plein de projets que personne n'est au courant, et donc là, on a des choses à montrer. Parce que tout poster d'un coup et ne rien remettre après, ça sert à rien. Oui, je sais. Désolé, hein, mais... Pardon. Non, mais le pire, c'est pas moi qu'il faut s'accuser, hein, c'est monsieur Instagram. Hein. Non, c'est... En fait, c'est cordonnier plus mal chaussé, tu sais, c'est... Ah je sais. Tu te dis, ouais, il faut que je communique, j'ai plein de choses à montrer et tout, mais c'est encore un manque de temps, tu vois. C'est juste un manque de temps, quoi, c'est très frustrant. Ouais, puis je trouve, enfin moi, pareil, si je transpose à moi, c'est que j'ai plein d'inspiration pour les autres. Mais c'est plus dur pour soi. Mais pour soi, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, ça, moi, les vlogs, c'est le bon deal. Ouais, j'avoue. Et moi, ça me dérange pas de me montrer. Ouais. Mais c'est un peu la bonne excuse, quoi. Ouais. C'est plein de volonté, tu postes des posts. Et puis t'as le doute aussi de, bon, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pertinent, est-ce que... Mais enfin voilà, c'est des inquiétudes que nos clients ont et qu'on a aussi. Bah bien sûr. On reste des humains, hein, donc voilà, parfois je ferme mes yeux, je fais publier, je regarde plus, c'est bon. Tu regardes plus s'il y a des likes ou pas. Ça c'est comme tout le monde, tu sais, on reste derrière son truc pour voir s'il y a des likes, quoi. Ridicule. Mais on le fait tous. Bah oui, on le fait tous. On est trop contents quand il y a la petite capsule rouge qui arrive. Bah oui. Quels sont selon toi les ingrédients d'une bonne communication digitale aujourd'hui? Vu qu'on est en plein dedans. D'une bonne communication digitale c'est dur ça. Je suis pas là pour te poser des questions faciles. Hein. Ouais, je vois ça. Une bonne communication digitale, pour moi, c'est de la cohérence. Si on parle de design. Oui, c'est ton sujet. C'est de la cohérence. Vraiment, c'est un sujet... Enfin, ça m'hérisse le poil quand je vois des trucs qui arrivent et que je dis, là, c'est pas cohérent par rapport au site, c'est pas cohérent par Insta, par LinkedIn. Enfin, reste cohérent, en fait. Arrête de t'éparpiller. En fait, c'est... Quand on fait des designs pour nos clients, souvent ils disent on change pas, on varie pas, machin. Si tu peux varier, il n'y a pas de souci, mais par contre garde tes couleurs, garde tes typos, enfin va pas révolutionner en permanence le truc. Enfin, on repart pas de zéro à chaque fois. Pars sur tes modèles et t'as juste à mettre tes textes et tes photos. C'est tout. Et donc on te prépare ça et vraiment, tu gagnes du temps et tes clients te remercieront derrière parce que ça sera ultra cohérent. Donc je pense une cohérence déjà graphique, et puis après un discours qui est vrai, tu vois, pas de faux semblants, on va pas faire croire... Moi je déteste les comptes où gagner 100 000 euros en 3 semaines. Non, c'est pas vrai. Et enfin fais pas croire des choses qui sont pas vraies, et sois vrai, sois sincère. Et puis voilà, sois authentique, et puis vraiment essayer de un maillage, tu vois, entre toutes les plateformes, enfin... Essayer de penser à un tunnel, c'est le ping-pong entre les trucs, c'est pas un réseau, c'est un objectif par réseau généralement, mais il faut que derrière, ça alimente ton entreprise, donc part pas dans tous les sens. Quoi. Complètement. Essaye d'avoir toujours un peu le même message, part de tes convictions généralement, tu vois, c'est un peu... c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, parce que lors que même si c'est un peu clivant parfois, quand tu parles de tes convictions, du coup tu touches ton audience à toi, qui te ressemble, et c'est tes clients en fait. Ah oui, c'est ça. À vouloir être lisse, tu parles à tout le monde et au final... c'est ça. Non, il faut que tu transmettes
qui tu es vraiment, et du coup tu vas forcément attirer les bonnes personnes, et donc du coup après l'acquisition sera simple, parce que du coup les gens seront déjà convaincus que tu es la bonne personne. Tu vois. Complètement. Donc vraiment y aller de manière très transparente, humaine. Bon, alors oui, du coup, se montrer peut-être un peu plus pour Ça, j'en suis que ça convaincue. transpire. J'en suis convaincue. Mais voilà, je pense que c'est ça une bonne stratégie. Tu vois. Rester vrai, pas raconter n'importe quoi, partir de tes convictions, être cohérent, et normalement ça doit rouler, quoi. Si je rebondis sur ce que tu dis concernant les visuels, enfin être cohérent d'un point de vue graphique, c'est très juste. C'est ce que je dis à mes clients, c'est que j'ai pas la prétention d'être graphiste ou quoi, mais à la base des bases, ceux qui n'ont pas de charte graphique, qui n'ont rien, je dis déjà, il faut au moins qu'on fasse une typo titre, une typo texte, et 2 ou 3 couleurs, c'est ça. Juste ça. Ouais, c'est le B.A.-ba, quoi. C'est le B.A.-ba, et au moins parce qu'il faut que les gens ils comprennent que c'est un post de toi avant même de voir ton nom. Ah ouais, c'est clair. Ah mais oui, dans un monde idéal, le logo disparaît au bout d'un moment. Oui. C'est-à-dire que tu vois, Coca-Cola, tu vois le rouge de Coca-Cola, tu sais que c'est eux. Tu n'as même pas besoin de voir Coca-Cola, tu vois. Alors c'est pas un bon exemple parce que voilà. J'allais dire le vert et le jaune de McDo aussi. Ouais, voilà, tu vois, la couleur a vraiment un impact. Et c'est pour ça que nous, quand on a fait la refonte du studio, on n'a pas changé le bleu. De toute façon, j'étais trop attachée au bleu, donc ça, et je sais que le studio, les gens dans l'imaginaire, c'est bleu, et de toute façon, je ne me voyais pas partir sur notre couleur. Mais voilà, la couleur, c'est pour ça qu'elle a autant d'importance aussi. Complètement. Pour l'anecdote, au tout début de mon activité, je travaille pour Decathlon, on en avait parlé. Et en fait, j'avais demandé la charte graphique. Ils n'avaient pas de charte graphique. Oh waouh. Ils en avaient une, mais en fait ils m'ont dit non, c'est plus comme ça aujourd'hui. Alors, je précise, c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. En fait, ils m'ont dit chaque Décathlon fait bien ce qu'il veut. D'accord. Je dis donc du coup, demain, je veux communiquer en fuchsia et en comics sans MN. T'as le droit. J'ai le droit. Ah, c'est risqué ce qu'ils font là. Parce que du coup, cohérence là. Cohérence si zéro. Si quelqu'un qui est hyper créatif et qui part dans tous les sens. Complètement. Bon, du coup, moi je suis allée sur le site de Decathlon et j'ai repiqué les typos et les codes couleurs. Mais il y avait des comptes Insta d'autres Decathlon en France, mais qui faisaient n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'ils ont repris la main sur tous les comptes Insta et Facebook et qu'ils ont tout supprimé. Maintenant c'est national. Mais c'est casse-gueule. Ouais, clairement. Même en termes de ton. Ouais. De ton employé, tout ça. Nous on faisait des trucs genre. Ils n'avaient pas de charte éditoriale, rien. Rien du tout. Alors oui, ça peut transparaître, du coup l'humain transparaît, parce que du coup avec tout... bien sûr. Un peu trop quoi. Ouais, un peu trop. Nous, on faisait des trucs marrants, tu vois, mais qui restaient bon enfant, type la meilleure blague. Ouais. Mais c'est l'esprit un peu Décathlon de l'époque. Ils veulent vraiment changer cette image-là aujourd'hui. Mais il y en a dans d'autres Décathlon, je me souviens plus les noms et on s'en fiche, mais qui avaient tenu des propos très border, quoi. Ouais. Et là, ça peut vite partir... Ouais, c'est ça, ça peut être très casse-gueule. Ouais. C'est pour ça, pour moi, c'est la base des bases. Ça peut pâtir à l'image de marque, vraiment, si tu pars dans tous les sens. Du coup, c'est confus et la personne ne sait plus vraiment... Enfin, tu n'as plus l'ADN de la marque, quoi. Ça disparaît. Donc, c'est ça. Faire très attention. Ouais. Et justement, ça l'amène... On est très bien, très cohérent, parce que ça m'amène à la question suivante. Tu accompagnes des marques dans leur image, mais quelle est ta propre approche du personal branding ? C'est personnel, tu veux dire. J'en ai pas, donc non, c'est très très dur. Je pense que c'est important vraiment d'être l'image de son entreprise, mais il faut l'accepter et en fait déjà accepter sa propre image, tu vois, pour pouvoir le faire. Il y a des gens qui arrivent à très bien le faire et avoir d'être un peu bipolaire, tu vois, mais moi c'est pas mon cas, j'arrive pas, je suis tellement transparente dans tout ce que je suis que du coup je pourrais pas faire semblant, tu vois, d'être l'image du studio A5 et une autre personne à côté, enfin tu vois, c'est... Mais pourquoi est-ce que tu veux faire les deux ? Moi je suis pas les deux. Ouais. Enfin, je pense pas. Non, mais c'est juste que je sais que je connais des gens qui ont cette image-là, tu vois, du big boss de l'entreprise, et à côté de ça, il fait d'autres choses qui vraiment... Ouais. Et je pense qu'il est important de retranscrire un petit peu qui on est, parce que ça a un impact après sur ton entreprise, mais il faut l'accepter, quoi. Parce que j'ai vu quand je fais les fouilles sur ton site internet, il n'y a même pas de photos. Ouais. Je suis allée dans le à propos justement pour trouver les mots-clés, pour faire mes mots-clés, tout ça, et je me dis, il te faut de moi ou quoi ?
j'avoue. Il n'y a même pas une photo de vous. Enfin, au moins, à minima de toi. Ouais. Mais oui, mais parce que pour moi, le studio A5, c'est pas juste le studio, c'est pas juste Géraldine Guillaume. Donc, et du coup, Bien sûr, mais ce sauf que les truc-là- gens, ils viennent vers toi aussi parce que c'est toi. Ouais, Je oui, pense. oui, complètement. Mais oui, c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut qu'on y remédie. Après, il faut qu'on arrive à passer le pas, le cap, tu vois. Et pourtant, j'en connais plein des bons photographes. Voilà, il y a pléthore sur Rennes, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il faut réussir à le faire et se dire, allez, décontracte, tout va bien, c'est qu'une photo et tu vois, moi, dans mon rêve, le plus fou, c'est que le studio A5, il arrive à vivre sans moi, tu vois. Et ça serait incroyable. Ok. Tu vois que, en fait, j'ai pas envie que. J'ai vraiment une crainte, c'est qu'un jour le studio s'arrête. Ça peut arriver, c'est qu'une entreprise après tout. Hein. Mais dans mon rêve le plus fou, c'est ça, c'est que le studio A5, il se suffit à lui-même sans Géraldine. Ok. Et que j'arrive à me détacher de tout ça après à un moment donné. En donnant le lead aux autres, quoi. Donc, soit qu'il soit racheté, soit que la petite équipe ait envie de monter le truc toute seule et que je puisse m'en détacher. En tout cas, qu'il me survive, entre guillemets, tu vois. Ça serait un rêve un peu dingue. De me dire, c'est bon, j'ai construit un petit truc qui arrive à vivre sans moi. Et tu ferais quoi du coup, toi? Je sais pas. J'irai à Bali comme tout le monde, non? Non, oui, c'est plus Dubaï, c'est Bali, t'as raison. Ah, t'as pas suivi. Non, j'ai pas su. Non, c'est vrai qu'ils se partent tous de Dubaï, c'est trop cher maintenant. Non, et puis alors c'est surtout il fait trop chaud, et puis c'est Oui, tout ce que je n'aime, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais ouais, non, je sais pas ce que je ferais, mais tu vois, c'est. Ok. J'aime mon métier, j'aime ce qu'on est en train de construire, mais à un moment donné, je pense que je m'essoufflerais et que j'aurais besoin de voir autre chose, certainement. On sait pas, tu vois, je suis convaincue qu'on a plusieurs vies en fait. Donc tu veux pas miser sur toi? Bah, Enfin, sur toi, sur ta tête. Ouais, c'est ça. C'est que je me dis que si je suis trop le symbole de mon entreprise, bah du coup, l'entreprise est trop associée à moi. Tu vois. T'es pas d'accord? Non. Dis-moi pourquoi. Non, je suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a plein de belles entreprises. À l'époque, tu vois, type les grandes familles, je reprends l'exemple de Decathlon, le nom ne m'échappe, mais à l'époque, c'était les images, c'était les têtes d'affiche de ces boîtes. Aujourd'hui, la preuve en est, c'est que j'ai travaillé pour Decathlon, je me souviens même plus du nom du PDG de Decathlon. Ouais. Et ça... Ouais, c'est Je suis pas... Il y a des contre-exemples, en fait. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a des contre-exemples. Oui. Comme il y a des exemples, on va dire que je le reprends à chaque fois, mais si je reprends l'exemple de Léna Situation, bah, elle, c'est la reine du personal branding. Bien sûr. Et ces entreprises sont là aujourd'hui parce que c'est elle. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que si elle est plus là, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Mais justement, ça soulève cette question-là. C'est sûr. Elle est dans la situation, qu'est-ce qu'elles viennent ces entreprises, tu vois, est-ce qu'elles existent encore? Donc, si vente il y a, du coup, si ton entreprise est trop associée à ton image, ça peut. C'est sûr. Tu vois, donc c'est des vrais sujets, hein, mais je suis d'accord que le personal branding participe à faire connaître ta marque et à l'humaniser, à la rendre plus humaine et plus accessible. Je pense qu'il y a des deux. Ouais. Ça peut être à double tranchant selon toi. Après, tout dépend de la stratégie de l'évolution de ta boîte. Ça. Oui, c'est ça. Après, tu l'as pas appelé Géraldine Guillaume. GG. Non, depuis le début, hein, ça n'a jamais été, tu vois, non, j'ai jamais GG International. Corporation. Ça marche pas. J'aurais pas vu ça sur les contrats de travail, c'est très chelou. Oui, non, ça peut être. Ça fait un peu GG, tu sais. Ouais. Alors, on sait que les marques influencent nos comportements. Selon toi, quel rôle un studio de graphisme peut-il jouer dans cette transformation? Ouais. Bah, c'est justement en participant à rendre de la visibilité, à les rendre vraiment visibles. Je suis convaincue qu'on arrivera à supprimer toutes celles qui polluent, celles qui sont mauvaises, néfastes, enfin voilà, toutes les marques vraiment qu'on a connues et qu'on connaît encore malheureusement. Tu vois, il y a encore beaucoup de marques qui existent et qui malheureusement sont très mauvaises pour la santé, très mauvaises pour la planète. On en a cité tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour moi, si on arrive, nous, à notre petite échelle, à faire rayonner des marques qui sont vraiment plus clean, bah c'est cool, on aura participé à un mieux commun et c'est vraiment... Enfin voilà, c'est pour ça que je veux faire ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Du coup, t'as vraiment cette perspective-là quand tu travailles avec une marque, c'est faire rayonner une marque qui pourrait... Ok. Ah ouais, bah après, ça reste nous, la difficulté qu'on a, c'est que souvent on nous dit, bah du coup, t'as fait rayonner qui?
Ben, nous, ce sont des porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, ça met du temps aussi Oui. à grandir et à se faire connaître. Donc c'est pas parce qu'on a fait une identité visuelle que du jour au lendemain, pof, elle va popper, tu vois. Bien sûr. Ça marche pas comme ça, malheureusement, ce serait génial. Ça demande du temps, ça demande de la stratégie, de la communication tout le temps. Enfin voilà, donc c'est pas miraculeux ce qu'on fait. Mais si on peut les aider à impulser le truc et leur donner cette dynamique de communiquer, bah déjà on aura à notre échelle fait quelque chose de Bien sûr. bien, tu vois. Et donc oui, c'est pour intéressant. moi c'est important. Et j'ai vu sur ton site internet, si on parle justement des marques qui consomment énormément, etc., tu parlais de design responsable. Ouais. C'est ça le terme ? Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que c'est vrai que moi, vu que c'est mon microcosme, je connais, mais tout ce qui est design responsable graphiquement, mais aussi pour les sites internet, etc., je suis pas sûre que tout le monde connaisse ça. Design responsable, c'est un design qui justement fait attention à ne pas polluer ou à ne pas justement surconsommer. Et donc du coup, design responsable, par exemple dans l'impression, quand on imprime un document, on va pouvoir avoir des sujets autour de ça, autour de l'encre, de l'ancrage de ton papier, si tu encres entièrement ta feuille ou pas, enfin il y a des stratégies. Nous on peut utiliser de la trame plutôt, et du coup on utilise moins de taux d'encre, et donc forcément c'est moins énergivore et donc mieux. Pareil, le choix de ton papier. Il y a plein de types de papier, il y en a des plus polluants que d'autres. Il y a même du papier, dedans il y a des graines qui permettent si jeter dans la nature, de faire pousser des plantes. Enfin, voilà, il y a des solutions, tu vois. Il faut juste avoir ça comme conviction, en fait. À partir du moment où tu as une marque qui se dit engagée et qui a envie de vraiment d'être green, il faut qu'elle fasse attention à ces sujets-là, parce que c'est essentiel. Les gens, leurs clients, si ils voient, les clients qui sont assez écolos, ont tendance à être assez sensibles à ça. Et donc si tu fais un faux pas de côté et que tu n'as pas pensé à ça, la marque elle peut se prendre un petit red flag. Bien sûr. Donc là, c'est vraiment, faut faire attention à ça. Donc ça c'est pour la partie print, mais sur la partie design de site internet, c'est la même chose. Un site internet, malheureusement, c'est hébergé sur des plateformes, dans cloud, c'est hébergé sur OVH ou autre, et ça demande quand même une consommation parce qu'on utilise de l'électricité pour faire tourner des machines et ainsi de suite. Et donc du coup, il existe des plateformes, alors OVH n'est pas forcément green, mais il existe plein de plateformes, Infomaniac ou autres, qui font un peu plus attention comment leurs data centers sont utilisés, et voilà, toute cette partie-là est un peu éco-responsable. Et sur les sites internet, quand tu le construis, c'est peut-être tout simplement éviter, tu vois, alors la vidéo c'est génial, mais voilà, si tu l'as mis pleine balle et que vraiment elle n'est pas trop compressée, tout de suite c'est énergivore. Tes photos, pareil, il faut les optimiser pour qu'elles soient légères, et c'est pas parce qu'on les rend légères qu'elles sont de mauvaise qualité, tu vois. Donc en fait c'est juste des petits automatismes qu'on doit prendre quand on construit un site pour le rendre léger, le plus léger possible. Déjà, notre ami Google dira merci, parce que et du coup il valorisera votre site parce qu'il sera plus léger, donc mieux référencé. Et en plus de ça, la planète vous remerciera aussi, quoi. Donc autant faire les choses bien dès le début, c'est bénéfique pour vous, votre visibilité sur internet, et pour la planète, quoi. Donc essayez de penser à ça, plutôt que de partir bille en tête, vas-y, je t'envoie toutes les photos, fais une énorme banque d'images sur mon site. Nous on a ce problème-là en tant que designer, parce que justement on a un portfolio dans lequel on va montrer beaucoup de créa. Et donc du coup on est obligé de montrer des photos. Et donc nos sites sont un peu plus lourds que, tu vois, des sites standards de 4-5 pages. Mais on essaie d'être vigilant et on optimise les pages pour limiter les dégâts, quoi. Ok, et est-ce que tu as le sentiment que les clients ont ce déclic, tu vois? Pas beaucoup. Je pense que c'est à nous, justement, c'est notre rôle. Tu vois, si tu sens que vraiment ils sont ouverts à ces sujets-là, c'est à nous, justement, de leur expliquer ce qu'il existe. Parce que justement, on le vulgarise pas encore assez. Il y a des graphistes qui sont spécialisés là-dedans et qui vraiment poussent et beaucoup les propos là-dessus, et c'est très bien. Nous, on le fait peut-être pas assez, justement, et il faudrait qu'on les sensibilise peut-être un peu plus. C'est peut-être notre rôle, justement, de les sensibiliser là-dessus, quoi. C'est vrai que le coût des sites internet green, même, alors je me souviens plus du nom, c'est dommage, je vais chercher. Il y avait un site internet qui était en mode normal, et tu avais un bouton où tu pouvais le switcher en mode noir et blanc, ultra light, enfin je sais plus le nom. Faudrait que je cherche, je me souviens vraiment plus, et j'avais trouvé ça fou.
tu vois. Ouais. Et, quand on en parle avec le commun des mortels hors communication, ils se rendent pas compte de ça. Bah non, parce Pas du tout. parce que c'est pas palpable en fait. Non, Tu vois, c'est pas comme une poubelle qui déborde, où tu vois que là, c'est t'as ça. un peu merdé. Tu vois. C'est ça. Là, ta poubelle, t'as moyen de recycler, machin, Oui. donc t'as des solutions. Mais du coup, tu vas le voir. Et alors qu'un site internet, tu vois pas ce que ça consomme. Tout Donc, à c'est fait. pas palpable, et donc du coup, le commun des mortels te dira oui, enfin, c'est un site internet. Oui, Il voilà. existe tellement que tout le monde fait pareil. Oui, mais si toi, ta petite échelle, tu le fais, c'est déjà bien, quoi, tu vois. Complètement. En fait, il faut avancer vers ça, et si au fur et à mesure tout le monde fait ça, ça sera mieux. Ok. Je suis d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec toi. Tu disais justement sur ton site internet que tu voulais bosser avec des entreprises qui cassent un peu les statu quo. Quelles sont selon toi les tendances ou évolutions que devraient suivre justement ces entreprises? Les tendances, c'est-à-dire Type là les sites internet plus responsables, etc. Est-ce qu'il y a peut-être des axes graphiques? Je sais pas. Ouais. C'est une bonne question, ça je sais pas. Hein. Tu vois pas de tendance toi qui se ressortent? Pas de choses particulières à ce niveau-là. C'est juste, en fait, quand tu penses à ta communication, penser, en fait, ne pas faire pour faire. Tu sais, ça c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent mon voisin il a fait ça, et donc le concurrent il fait ça, et donc on va faire pareil. Non. Si tu sais. Bah ouais. Instagram c'est pareil. Ah non, mais j'en ai un en tête. Ah, il faut que tu me racontes. J'ai bien sûr sans citer de nom ni d'activité, mais il me dit alors il y a mon concurrent, monsieur Untel, il fait ça, je veux la même chose. Je dis oui, mais monsieur Untel, il fait des erreurs aussi, tu vois, je relève un petit peu les erreurs que monsieur Untel. Ouais, mais regarde, il a tant d'abonnés, c'est que ça fonctionne. C'est la référence, quoi. C'est que ça fonctionne, donc je veux ça. Et ça a été un long travail et que je n'ai pas terminé pour lui faire comprendre que impossible, quoi. Après, t'as des clients qui sont tenaces et qui vraiment sont butés, et qui, voilà, je pense qu'il faut faire à un moment donné la part des choses, c'est de se dire ça reste un client, c'est lui qui a le dernier mot. Tout à fait. Mais oui, si on arrive à les éduquer à ça, tu sais, ne fais pas forcément comme les autres, fais différemment et fais plus intelligemment peut-être. Tu vois, c'est un peu c'est pas parce que un tel a fait une plaquette commerciale que tu dois faire pareil, tu peux faire différemment. Ta plaquette, tu peux ne pas l'imprimer déjà. Si tu veux avoir une plaquette, tu peux la proposer en rendez-vous client sur une tablette. Plutôt que de l'imprimer et d'avoir un papier, tu vois. Ouais, c'est sûr. Juste, limite déjà tu limites tes dépenses, donc là tu parles de la douloureuse. Entrepreneur, tu vois, on se comprend, c'est des charges, et puis voilà, et puis en plus ta plaquette, si tu l'imprimes pas, potentiellement tu peux la faire évoluer, et donc c'est vrai. C'est juste des petits réflexes comme ça, et c'est notre rôle justement de leur dire ok, c'est chouette que tu veuilles faire ça, moi je peux te proposer une alternative moins coûteuse, et en plus plus respectueuse. Ouais. Si t'arrives à faire ça, je te donne le numéro de mon client. Mais oui, je rebondis sur le coup de je veux pas faire. Enfin, mes clients, mes concurrents, pardon, ça fonctionne, donc je veux faire pareil. Je le martèle, je sais pas si je l'avais déjà dit sur le podcast, mais c'est un truc que je martèle souvent, tu as certainement dû m'entendre le dire. C'est pas parce que le voisin il a 6000 abonnés. Qui vend pour 6 000 €. Si j'arrondis les chiffres. Et c'est ce que je dis à mes clients. J'ai déjà eu le cas et j'ai déjà perdu un contrat parce qu'on m'a dit oui, t'as pas, par rapport à tes clients, à tes concurrents, excuse-moi, t'as beaucoup moins d'abonnés. Oui. Ouais. Mais c'est comme moi, c'est quand t'as des grosses entreprises qui disent vous allez travailler pour qui, c'est quoi vos références? Moi je peux en citer plein de références du fait qu'on est accompagné de centaines d'entrepreneurs, mais ils les connaissent pas. Ça sert à rien, ce sont des porteurs de projets, et au-delà de ça, oui, tu peux avoir quelques noms comme ça qui pop, mais c'est pas ça qui fait la qualité de ton travail. Tout à fait. Donc le nombre d'abonnés ne fait pas la qualité de ton travail non plus. C'est la qualité aussi des abonnés. Exactement. Bref, je pourrais en parler avant de dire, ça m'agace. Franchement, quand ils m'ont dit non, finalement on va aller chez quelqu'un d'autre qui a de fait beaucoup plus d'abonnés, ça m'a fait mal dans mon ego, soyons très honnêtes. Et après je me suis dit est-ce que j'avais envie de travailler avec des gens qui pensent comme ça? Non, pas comme ça. C'est ce qu'il faut te dire, c'est que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon client. Point. Ouais. Faut s'en détacher, quoi. C'est ça.
J'avais écrit une question, mais je sais pas. Je pense qu'on avait déjà répondu un petit peu à ce sujet-là. Ok. On sait que les marques influencent nos comportements. Ouais. Selon toi, quel rôle un studio de graphisme peut-il jouer dans Mhm. cette transformation? Ouais, on y a répondu. On y avait répondu. Effectivement. En disant que nous, on participe à les faire connaître, donc. Ouais, c'est ça. Tic, tic, tic. Pareil, bon, je couperai cette partie-là parce que T'inquiète. ça fait un peu genre. Le graphisme a un impact énorme sur la perception des marques. As-tu un exemple où un simple changement visuel a tout bouleversé pour un client? Pour un client, Ou, bah, est-ce que tu as un exemple là de but genre en en blanc? fond, tu veux dire que Ouais, et on a fait, ça a été game changer pour la personne. Bah ouais, Nathanaël. Enfin, elle a changé ce matin. Mais tu sais qu'elle a déjà reçu un client du coup sur le site internet. Hein. Donc, Sérieux? une personne qui va faire un accompagnement. Trop bien. Le site est en ligne depuis ce matin. Donc incroyable. Trop bien. Oui, c'est un peu improbable. Mais Bah, c'est quelqu'un qui a dû l'avoir sur LinkedIn, j'imagine. ouais, je suppose, parce que le référencement, je sais pas du coup. elle fait que du référencement naturel, Nathanaël. Ouais. Ouais. Donc, C'est trop bien, bravo. Elle est très présente en réseau sur Rennes aussi, mais ouais, c'est une personne qui a été du coup voir sur son site ses accompagnements et qui a été convaincue, et donc elle va faire un accompagnement avec cette personne, quoi. Écoute, Donc, création sur internet rentabilité. Non, mais c'est en fait la révélation, enfin tu vois, quand tu fais une refonte, effectivement, ça touche à beaucoup de choses, et donc, enfin moi-même, tu vois, avec le studio, ça a changé pas mal de choses aussi, enfin. Ouais, Nathanaël, elle était sur une identité visuelle avec un nom d'entreprise. Là, elle a voulu s'en détacher un peu. Justement, elle va communiquer en son propre nom, donc peut-être plus de personal branding, justement. Et donc, quand elle m'a contacté, c'était en octobre-novembre, je crois, en me disant ouais, je veux refondre le site de On Courtise. Et donc j'ai dit ok, pas de souci, est-ce que tu as une charte? Elle m'envoie la charte, code couleur, machin, bref, donc elle a des choses, elle a le logo. Et donc je pars là-dessus et je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à identifier quoi. Et en fait, je sens qu'elle aussi, elle est pas dans le truc. Et ça chemine. Je sens qu'à ce moment-là, elle a besoin de cheminer. Donc je laisse un petit peu le truc. Moi, j'attends son retour. Enfin, tu sais, on a travaillé aussi en collaboration avec une rédactrice. Oui. Donc, du coup, ça met un peu plus de temps. On avait une question sur les photos aussi qu'on allait mettre sur le site parce qu'on voulait que ça lui ressemble. Mais là, c'était des photos de banque d'images, donc ça ne nous plaisait pas. Enfin, on trouvait que c'était impersonnel. C'était pas le reflet de Nathanaël. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, ça prend plus de temps que prévu, et ainsi de suite. Et à un moment donné, Nathanaël me rappelle, je crois en janvier, en me disant je crois qu'il faut qu'on communique au nom de Nathanaël sur le site et puis on courtise. J'ai dit ok, mais du coup, le logo, c'est on courtise. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ah, je pense qu'on va faire un logo pour Nathanaël Westrin. J'ai dit bah, vas-y, go, on y va. Et donc à ce moment-là, on déclenche complètement une refonte, c'est même plus une refonte, puisque du coup on crée un logo pour Nathanaël, et on change complètement de couleur et d'univers, et on change tout. Et alors le seul truc qui n'a pas changé, c'est le nom de domaine pour l'instant, parce que du coup ça soulève d'autres questions, parce qu'on est encore sur On Courtise, parce qu'elle est connue comme ça pour l'instant, mais je pense que ça évoluera avec le temps. Je pense qu'à terme ça va être pertinent stratégiquement de changer. Là. Oui, complètement. Et donc du coup, gros changement, et en fait elle n'arrête pas de me le dire à chaque fois qu'on se croise, elle me dit tu te rends pas compte à quel point ça me transporte, tu vois, on le sent, elle est dans une autre énergie, elle est tellement fière de ce qu'elle a maintenant. Ah bah on a fait un rendez-vous la semaine dernière toutes les deux, la première chose qu'elle m'a montré c'est son site internet. Mais ouais, elle est tellement dans une autre énergie que du coup tu te dis bah voilà, c'est ça aussi qui, tu vois, ça peut paraître fou de se dire ça, que juste un site internet ou une image peut complètement transcender les gens, complètement. Tu vois, et surtout les porteurs de projet. Ouais. En fait c'est le reflet de tout ce qui chemine depuis tellement d'années, que du coup ça peut vraiment les mettre dans une autre dynamique. Donc, et après des refontes qui changent complètement la donne, c'est dès qu'on a une refonte, tu vois, le style français il y a quelques années, enfin dès qu'on a une refonte en fait, c'est... T'as fait le style français ? Non, pas du tout. Ah oui. J'aurais aimé. non, pas du tout. Mais tu vois, le style français, il y a quelques années, ils ont changé et ils ont rétropédalé finalement, tu vois. Mais podcast de Génération Do It Yourself, tu l'as écouté ? Ouais, carrément. Mais c'est des vrais sujets parce que du coup, ça, en fait, une marque, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la marque, elle devient presque dans le domaine français patrimonial. Oui, c'est le domaine public. C'est wow, t'as touché à ça, mais qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, moi, ce qui me heurte à chaque fois, c'est les réactions des gens sur le design, tu vois. J'aime ou j'aime pas. C'est pas la question là, les gars. Avec ça. Vraiment, aller chercher à comprendre pourquoi ça a été transformé.
qu'est-ce que ça implique dedans, et derrière un design, il y a de la stratégie. Et aller creuser la stratégie pour comprendre ce qui a été transformé. Et pourquoi. Comme Decathlon, je sais pas si... Ouais, ça c'était un tollé aussi, alors qu'il n'y a pas de raison que ce soit un tollé. Enfin, tu vois, c'est juste que les gens sont tellement attachés, ou là, les carottes pour les presses, pour les bureaux de tabac. Mais oui, j'ai vu ça. Tu te dis à un moment C'est donné... pas beau le nouveau truc. Hein. Alors, je n'émettrai pas de jugement parce que... C'est bien, je vais te dire, j'aime pas les gens qui disent j'aime ou j'aime pas. Je te dis j'aime pas. Non, mais on peut ne pas aimer ou aimer, enfin ça c'est très subjectif, mais il faut comprendre derrière les raisons de ce design. Et là justement, il y a le studio qui a créé ce nouveau, ce nouveau visuel, ce nouvel objet, parce qu'en fait c'est même plus qu'un logo, c'est un objet de design, et qui a très bien expliqué les pourquoi et les comment, et surtout le brief. Parce qu'en fait, souvent nous on voit le résultat, mais on n'a pas les clés du brief en fait, tu vois. Et en fait, si tu as des contraintes, le designer à un moment donné ne peut pas faire un truc. Il peut faire des miracles, hein. Oui, bien sûr. Alors souvent, les plus belles idées naissent de la contrainte, à mon sens. Moi, j'ai jamais été meilleure que quand j'étais contrainte. Quand on me dit que j'ai un feu vert, un go, je paralyse quoi. Tu vois, c'est genre, fais ce que tu veux. Carte blanche, ça te fait peur. J'y arrive pas. Du coup, systématiquement, je restreins le champ des possibles. Je me mets moi-même d'être contrainte dans le truc. Non, parce que sinon, bah non, mais on est des esprits créatifs. Donc oui, oui, t'as raison. Tu vois, t'as raison. Donc voilà. Ok. Alors, je crois qu'on va arriver bientôt sur la fin. Hein. Tac, tac, tac. Je voulais faire un petit point aussi. J'avais noté une question sur QG, parce que comme on s'est rencontrés grâce à QG, j'avais noté qu'est-ce que ça t'apporte les réseaux. Donc on t'en a parlé tout à l'heure. Du business, c'est principalement ça. Les réseaux, et principalement, et en parlant de QG aussi, du coup. Moi, quand j'ai créé ici à Rennes, du coup, quand j'avais pas de réseau, ce que je disais au début, et donc ça a été la première porte vers laquelle je suis allée. Parce que du coup, mon réseau était parisien, et donc l'objectif c'était de développer ici à Rennes. Et j'ai testé plein de réseaux différents. Vraiment, mais tout. Je vais pas en citer, mais j'en ai vraiment testé beaucoup. Et je suis allée vers ceux dans lesquels je me sentais le plus moi. Tu vois, c'est dur d'aller dans des réseaux où tu te sens pas tout à fait à l'aise, et du coup tu vas à l'encontre de ce que tu es. Donc je suis allée en tester plein, et je suis restée dans 2-3 réseaux dans lesquels je suis vraiment pleinement moi. Et ce que ça m'a apporté aujourd'hui, c'est simplement de rencontrer des gens qui ont des problématiques. Déjà, c'est super intéressant parce qu'on est des entrepreneurs, et donc on parle le même discours, tu vois. Des problématiques de visibilité, on l'a tous. Et moi, ce que j'aime le plus dans les réseaux, c'est juste de discuter, c'est des échanges. Avant le business, c'est juste des discussions entre deux personnes, 3, 4, enfin peu importe, qui ont tous les mêmes problématiques. Et du coup, qu'est-ce que toi tu peux leur transmettre? Tu sais, juste, c'est de la transmission, tu partages ton avis, ce que tu sais sur ton métier, et inversement, et en fait ça te nourrit. Et ça, c'est ultra puissant les réseaux pour ça, quoi. Et après, oui, tu as des affinités qui se créent, des contacts, et puis tu arrives à avoir des amis là-dedans aussi, parce qu'il y a des personnes que je connais depuis 5 ans, et on est très proches. Et puis c'est le développement après de ton business derrière, forcément, parce que tu te fais connaître, on t'a entendu, on sait que tu es pertinent dans ton sujet, et voilà. Et QG, ça a été, ça faisait longtemps que j'essayais d'être proche des commerçants, mais c'était pas facile. Tu sais, c'est souvent très fermé, les commerçants, parce que ils restent dans leur commerce, ils sont pas toujours accessibles, et puis quand ils sont en boutique, moi j'aime pas aller les déranger, tu vois, j'ai du mal à aller les voir et démarcher comme ça. Je sais pas faire. Donc moi j'ai juste besoin de discuter avec des gens d'abord, et voilà, je pourrais les embêter avec ma marchandise. Et donc j'arrivais pas à aller les voir, et donc je connaissais le Carré René de nom, mais je savais que c'était très fermé. Et quand j'ai découvert QG, je crois que c'est sur Instagram la première fois que j'ai découvert, et j'ai dit oh, déjà la com elle est cool. J'ai dit ça m'attire. Et après quand j'ai vu que c'était ouvert aux indépendants, j'ai dit bon, ça y est, il faut que j'y aille, c'est chouette, le principe est génial de pouvoir mettre en relation les indés et les commerçants. On verra ce que ça donnera, et puis voilà, j'ai adhéré complètement à la mission de QG, qui est de pouvoir faire rayonner les commerçants rennais, quoi. Enfin, et peut-être plus largement après, on verra, ça c'est Alix qui nous le dira. Mais voilà, je suis convaincue parce que porte Alix, donc du coup c'est pour ça que j'y reste. Bien sûr qu'en termes de personal branding, même si on la voit pas beaucoup, elle transpire elle est quand même assez forte là-dessus.
Et en termes de business, ça t'a pu transformer un petit peu un petit peu, QG? ouais, Ok. un petit peu, ouais. Ok. Après, c'est vrai que moi, dans les réseaux, j'y vais d'abord avant tout pour moi, ma curiosité, Ah, tu vois. Je C'est vrai. comprends. Hein, Non, mais je j'ai- comprends. Et après, bah, ça se fait naturellement, tu vois. J'ai travaillé avec Élise, je crois que c'est Élise, d'élémentaire, si je me trompe pas. Élise? Non, peut-être pas Élise. Elise, non, c'est pas la même. Je crois pas que ce soit Elise. Anise. Bon, bref, je suis nulle en prénom. Bravo. Bon, bref, j'ai travaillé avec elle et puis j'ai travaillé aussi là avec la trotteuse Ok, grâce trop bien. grâce à QG, tu vois, Trop bien. où effectivement, bah, à partir du moment où tu es dans un réseau, les commerçants ils t'ouvrent un peu plus les portes parce qu'ils savent que tu es dans le même réseau. Complètement. Et donc, du coup, tu es un peu dans la famille, tu vois, et c'est vachement plus facile. Ouais. Ah bah, c'est clair. Et si moi je peux les aider vraiment avec ce que je sais faire, bah, je suis contente, quoi. C'est vraiment notre mission, quoi. Ah ouais. Et puis bah, nous, après on devient client, forcément, tu peux pas passer, enfin quand tu rentres dans des boutiques comme ça, tu peux pas repartir sans Oui, rien. et puis surtout que tu es content d'avoir un contact plus personnel avec le commerçant. Ah ouais. C'est aussi pour ça que, genre, quand je fais de la com, je dis qu'il faut mettre de l'humain en avant pour que les gens ils aient l'impression de connaître. Ok, donc du coup, j'avais une dernière question avant les 2 questions de fin que je t'ai semi-dit de préparer. Ouais. Si tu pouvais donner un seul conseil aux entrepreneurs ou au commerce, etc., qui veulent booster leur image de marque, ce serait quoi? Bosser avec le studio A5. Oui. C'est tellement commercial. Ouais, mais bon, c'est pas complètement faux. Hein. Non, il faut simplement oser en fait. Enfin, ouais, allez-y, communiquer, quoi. Même si c'est pas parfait, faites-le quand même, enfin, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le budget de passer par un studio ou par des indépendants qui font très bien le boulot comme pour vous, communiquez. C'est vraiment important. Enfin, vraiment, restez pas dans votre boutique à, tu vois, isolé, à attendre que le passant passe et qu'il ouvre la porte. Ça se passe pas comme ça en fait. Jouez justement sur le fait qu'on est quand même sur une ère digitale et qu'il faut mixer les deux, tu vois. C'est du présentiel avec votre boutique, valorisez votre boutique, vos produits, faites ça très bien, ça c'est votre métier. Mais jouez aussi sur l'autre axe qui est digital, quoi. Faites venir les gens et ça passe par communiquer sur les réseaux sociaux. Et il y a un site internet, il y a beaucoup de boutiques encore aujourd'hui qui n'ont pas de site internet, tu vois, et tu te dis, bah, pourquoi? Même juste vitrine. Mais oui, c'est pas les actualités, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire un site e-commerce, mais faites au moins une page, quoi. Enfin, c'est pas si compliqué avec tous les tutos qu'il y a. Ouais. Puis il y a des plateformes aussi, pour pas trop cher, on peut trouver. Ouais, c'est ça. Est-ce que si, juste. Parce que moi, du coup, avec Nathalie, j'ai découvert que tu faisais les sites internet. Alors, site vitrine, ouais. Site e-commerce, on fait pas. Enfin, un site e-commerce, on va maqueter. Parce qu'on a fait ça pour un crayon de Bourgogne récemment. On a maquetté tout le site e-commerce. Il va bientôt voir le jour, on a hâte. Mais par contre, tout ce qui est développement de site e-commerce, c'est pas nous, quoi. C'est tellement complexe. Donc, du coup, là, on a des personnes qui le font très bien. Donc, mais oui, on fait des sites vitrines. Donc, du coup, est-ce que tu peux juste récap tout ce que vous proposez au studio? Par support ou... non, mais de la charte graphique, du logo... bah c'est stratégie de marque. Donc stratégie de marque, c'est quoi? C'est ce qu'on va dire, comment on va le dire, pour qui on va le dire. C'est vraiment l'ADN de votre marque, tout ce que ça comprend, votre vision. Il y a plus de... je sais pas quand est-ce qu'on s'est arrêté. C'est pas grave. Désolée, je te coupe. T'inquiète. En plein milieu. Là, j'étais mal positionnée. Tu vois, on a déjà parlé 1h10, c'est ça que ça veut dire. Ça passe vite, hein. Ouais, je t'avais dit. Je t'avais prévenu. Ça va, t'as oublié la caméra? Oui. Je la regarde pas, donc... Je check de temps en temps. Tac. Il me reste 29 minutes sur la carte, ça devrait aller. Donc, du coup, on reprend juste au niveau de la question, tout ce que tu proposes. Donc, stratégie de marque. Stratégie de marque, c'est ce qu'on dit, comment on dit, pour qui on dit et tout ça. Et donc, c'est la vision de ta marque, clairement, et tout l'enjeu de ta marque, son ambition, où est-ce que tu veux avec cette marque-là. Donc on va travailler tout ça, c'est vraiment le socle fondateur. Donc ensuite on transpose tout ça, on traduit visuellement, et donc traduction visuelle pour nous c'est identité visuelle. Donc effectivement déploiement de ton logo, création de ton logo, développement de ta charte graphique avec couleurs, typos et tous les assets graphiques qu'on peut avoir, icônes, pictos, illustrations s'il y a besoin.
Et après, on décline avec les supports de communication. Donc, support de communication, à partir du moment où vous avez besoin de communiquer sur un support, on est en mesure de vous accompagner. Et donc, ça peut être du flocage du véhicule, comme ça peut être de la création d'un stand parce que tu es sur un événementiel, sur un salon, ou un pop-up parisien. On en a fait pour les Galeries Lafayette il y a 2 ans. Vraiment, ça peut être tout type de support de communication. Là-dessus, on n'a pas Ouais, t'as pas de limite. Ouais, ok. absolument. Et du coup, mes 2 dernières questions. Quel est ta reco soit sur Insta, soit sur LinkedIn, soit les 2 De ceux que je suis. Ouais, et que tu penses que ça peut être inspirant pour les personnes qui écoutent le podcast. Ok. Alors, j'adore le compte, alors ça va être vraiment ouf, mais j'adore le compte de Hugo Philippe. Je sais pas si tu connais. Tu connais ? Bah si. Voilà. Pourquoi ? Est-ce qu'on les aime pour les mêmes raisons Alors moi, pour la bogossitude. Oui, non, je plaisante. Mais non, c'est très beau, donc ça gâche rien. Mais en fait, surtout pour son côté entrepreneurial. Ouais, il est très inspirant. Je trouve fascinant tout ce qu'il fait avec Cruel Pancake. Donc il a créé une marque de fringues. Et en fait, c'est pas juste une marque de fringues. C'est vraiment... c'est au-delà de ça, tu vois. C'est une marque. Et tu vois, il va au-delà de... Il va créer son podcast. Enfin, il crée son podcast. Enfin, il touche à tout. Ouais. Et dedans, c'est vraiment l'ADN total de Cruel Pancake, quoi, tu vois. Je suppose que tu as écouté les générations du It Yourself. Oui. Ah bah, lui, pour le coup, c'est du personal branding à fond les marrons. Ouais, mais en même temps, il est mannequin et du coup, je pense qu'il aime aussi jouer de sa personne. Et il fait très bien, et de manière très intelligente. Et en fait, c'est juste que c'est une personne passionnante, vraiment, qui... Enfin, voilà, c'est ce qu'il explique, c'est que en fait, il était mannequin et que rien ne prédisait qu'il allait devenir, tu vois, fondateur d'une marque comme celle-là. Et ce qu'il fait, à chaque fois, c'est très intelligent. En plus, c'est toujours une DA. À chaque fois qu'ils ont un shop, qu'ils lancent une collection, il y a toujours une DA incroyable, qui est ultra bien pensée, qui est bien transposée sur les réseaux sociaux, en vidéo. Enfin, il embarque les gens à chaque fois avec une histoire derrière. Enfin, il y a du storytelling. Tout est pensé marque. Et c'est vraiment inspirant. Et quand on aime les marques et quand on aime décrypter les marques, ça, c'est vraiment une source d'inspiration. On taguera sur Insta, sur un malentendu. Voilà, il viendra te voir et il sera sur ce canapé dans quelques mois. Surtout qu'il est de Saint-Malo de base. Hein. Oui, c'est vrai. Il est de Saint-Malo, du secteur en tout cas. Ouais, son papa a été entraîneur de foot, je crois. Ouais, c'est ça. Sait-on jamais. Oui, la bouteille est lancée à la mer. Oui, Caroline, promis, on te le vole pas. Avons-nous nos chances? Non, mais par contre, pour revenir sur Cruel Pancake, ou même sur Lucy Cruel Pancake, c'est ce qui est intéressant. Et je mettrai en lien en dessous du podcast, c'est qu'il n'a pas surfé sur sa notoriété. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il aurait pu jouer la facilité et sur lui, sa notoriété, et sur la notoriété de sa femme, soyons Caroline Receveur. Et il s'est cassé la gueule plusieurs fois au début. C'était long, hein, c'était très long, et c'est vraiment très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Il est parti quand même de rien, finalement. Enfin, oui, il a une grosse notoriété par son expérience d'avant. Oui. Et par sa femme aussi. Mais oui, effectivement, il est parti de rien, quoi. Puis il aurait pu... créer une marque de fringues, c'est pas évident quand même. Non, mais là, quand tu vois qu'il est copié dans le monde entier, c'est fou. Que quand même, tu vois, il pèse dans le game, comme on dit. Quoi, complètement. Ok, donc je note Hugo Philippe. Et qui tu aimerais entendre au micro? J'ai plusieurs personnes à Rennes, il y a plein de monde. Donc il y a Alix de QG, hein, forcément. Oui, comme Alix, je disais en off, elle ne veut pas. Mais elle va venir. On va faire du forcing. Non, mais c'est super passionnant. Enfin, tu vois, quand elle parle de QG, c'est tellement passionnant que du coup, ça serait dommage qu'elle ne prenne pas la parole. Bon. Voilà, donc, pareil, le message est lancé. L'invitation est envoyée. Et sinon, Mathilde de Succulente aussi à Rennes, qui est aussi c'est une personne passionnante. De toute façon, tous les Rennais entrepreneurs sont passionnants, je trouve. Mais Mathilde, elle a créé quand même... elle a écrit des livres déjà aussi, il faut le savoir. Ok, je savais pas. En fait, Mathilde, elle a une boutique qui vend des terrariums à Rennes. Au début, elle avait une boutique qui était assez petite, mais qui a très vite pris. Finalement, elle s'est mise en face, sur l'autre trottoir d'en face, dans une boutique beaucoup plus grande. Elle a créé aussi un petit café à côté, à coller, où tu peux venir travailler tes terrariums, toi-même. C'est une personne très engagée dans l'entrepreneuriat, qui a 1000 idées à l'heure, et voilà, elle vient d'être pour la seconde fois maman. C'est une personne inspirante parce que
Parce que plein d'envie, plein d'ambitions, et Ok. qu'au-delà d'avoir que des ambitions, elle les met en place, quoi, et elle est active. Elle D'accord. réalise ses rêves, et ça, c'est beau, quoi. Eh ben, je regarderai. Mais ça me fait penser que si je suis amenée à avoir des commerçants en micro, je pense que ça pourrait avoir le coup que j'enregistre le podcast dans leur commerce. Ah ouais, carrément. Bah En oui. plus, avec suffisance, je pense que ça s'y prête complètement. Bah oui, En carrément. termes d'esthétisme. Ah bah là, chez Mathilde, ça serait magnifique parce qu'elle a un mur peint, justement, tu sais, elle a toute une fresque murale avec Ouais. bleu et blanche, enfin, incroyable. Ah, Donc d'accord. ça va être très joli. Ouais. Je me note ça. Je la contacterai, je dirais Ouais, que... Tu peux dire que tu l'appelles de ma part. Formidable. Elle est chez QG en plus. Hein. N'est-ce pas, Alix? Pauvre. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de là où on peut te suivre? Donc ton site, Insta, LinkedIn. Ouais, LinkedIn, je suis très présente. Tous les jours, je vais sur LinkedIn. Donc c'est Géraldine Guillaume. Oui, Géraldine Guillaume. Et puis le site internet www.studio-a5.fr. Et on est un petit peu sur Instagram. Studio-a5. Rennes, je crois. /Rennes, quelque chose comme ça. Attends, je vais vérifier quand même. Oui, je crois Je que le mettrai de toute façon en lien Rennes. cliquable, mais... Mais oui. Là, on est sur Insta, ouais. Bah oui, quand même. Hop, studio... Et puis après, si les gens sont sur Rennes, voilà, ils peuvent venir passer nous voir, passer une tête. On n'est pas très loin de la place Saint-Denis. Rennes, tout à fait. Ouais, absolument. Ok, et ben merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fidèle. Si cette conversation t'a inspiré ou t'a donné des idées, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta ou LinkedIn pour échanger ou suivre mon quotidien. Et surtout n'oublie pas, derrière chaque écran, il y a un humain avec une histoire à raconter. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Fidèle.